13 janvier 1991. Ce qu'il voudra sera, en dépit de tout ce qui peine et résiste. Tout se ramène à cela. Est-ce la cruauté qui a raison ou la vie immortelle et libre? Alors, supporte le poids de la cruauté et affirme constamment la liberté et l'amour. L majuscule, A majuscule. 14 janvier 1991. L'écrasement a été si solide cet après-midi que j'ai dû arrêter au bout d'une demi-heure. Soir. Sujata me dit « Ça veut dire que maintenant, le divin veut écraser tout ça, le business américain et les Arabes, et l'innombrable reste, les défenseurs du pétrole opprimé, point d'exclamation entre parenthèses, et les défenseurs d'Allah outragés, et personne ne parle de ces pauvres banquiers terrifiés. 8 ans, 8 mois. Nuit du 14-15 janvier 1991. Vision de la grande panthère et du contingent de petites panthères qu'on allait lâcher dans les champs. La grande cruauté va se déchaîner. Conversation avec Sujata. La grande panthère et les petites panthères. Cette nuit, c'était quelle date? C'était la nuit du 14 au 15 janvier. Cette nuit, j'ai vu une très grande panthère, beaucoup plus grande que toutes les panthères peuvent l'être. Tachetée, tu sais? Oui. Et elle était là, comme sont les félins, avec une patte dressée, tu sais, comme sont les félins quand ils vont griffer ou attraper. Et elle était très puissante, en italique, cette panthère. Je voyais sa patte qui était là, prête à jeter ses griffes, et c'était très puissant. Elle était beaucoup plus grande que toutes les panthères qu'on connaît. Et simultanément, j'ai vu un autre animal, mais je ne saurais pas dire quel était cet animal. Mais alors beaucoup plus faible, peut-être comme un grand chien ou peut-être un lion. Ça me donnait l'impression de, oui, quelque chose comme un chien ou un lion. Je ne pourrais pas dire exactement, mais pas un animal. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire exactement. Alors j'ai crié tout de suite, mais enfin c'était beaucoup plus faible que cette panthère et beaucoup plus petit, et pas dans le genre bête féroce me semblait-il. Et j'ai crié « N'y va pas !» Et avant que j'aie terminé, cet animal s'est précipité sur la panthère. Oh, c'est l'animal qui s'est précipité. Oui, sur la panthère. Et aussitôt la panthère lui a sauté dessus. Elle a planté ses crocs et ses griffes dans le ventre de cet animal et elle semblait l'avoir tué. Et pourtant, j'ai vu après, comme le dos de cet animal, qui était un pelage un peu jaune-roux, un peu comme le pelage d'un lion peut-être, tu comprends? Mais je voyais son dos, mais c'était comme une peau pendante. Pourtant, ça n'avait pas l'air mort, mais enfin, j'ai simplement vu son dos. Mais alors, c'est ça qui est étonnant, c'est que j'ai crié « N'y va pas » en français. Et puis cet animal s'est jeté sur cette panthère. Je n'ai jamais vu de panthère comme cela. C'est comme l'archétype des panthères, tu comprends? Un animal cruel, en italique. Alors là, mais ce qui a retenu mon attention, c'est qu'aussitôt après, j'ai vu, tout ça a un rapport avec les histoires du Golfe, aussitôt après, j'ai vu comme un contingent de petites panthères, jeunes alors, très jeunes, qui étaient comme mises à bord d'un bateau, de jeunes panthères, presque des enfants panthères, si tu veux. Il y en avait 2? Non, non, un contingent, c'est-à-dire un grand nombre. Oh, oh, oh! À bord d'un bateau. Un contingent, ça veut dire, je ne sais pas, je n'ai pas vu le nombre, mais il y en avait beaucoup de jeunes panthères. Et alors il m'était dit, ou quelqu'un disait, on va les lâcher dans les champs. Et ça me semblait très sérieux. On va les lâcher. Lâcher, ça veut dire get loose.
dans les champs. Dans les champs du monde, peut-être, je n'en sais rien. Alors, ce qui me fait dire que ça a un rapport au golf, c'est qu'instantanément après, mais ça alors c'était le début qui a retenu mon attention, la suite n'était pas claire. Il était question de Bush qui faisait des invitations aux Français. Il voulait inviter les Français à quoi? Je n'en sais rien. Et puis je voyais comme un énorme bateau anglais qui était comme une citadelle flottante. C'est très vague tout le reste. Ce qui n'était pas vague, c'était ces deux premières images. C'était cette énorme, cette très grande, puissante panthère cruelle, et moi qui criais « N'y va pas !» à l'autre animal. Et puis surtout, ce qui m'a intrigué beaucoup, c'est comme à bord d'un bateau, je ne pourrais pas dire, ce contingent de jeunes panthères. On va les lâcher dans les champs. Voilà. Dans les champs. Alors évidemment, dans mon esprit, parce que c'est la conscience très extérieure, c'était des champs de thé. Mais enfin, je ne sais pas ce que cela veut dire. Silence. Mais cette bête qui était beaucoup plus faible, c'est elle qui s'est jetée sur la panthère. La panthère était toute prête, mais ce n'est pas elle qui a attaqué d'abord. Non, c'est l'autre qui a attaqué, je ne sais pas, parce que mon cri, c'était « N'y va pas ». Oui, oui. Oui, c'est comme s'il allait attaquer cette panthère, ce qui semblait tout à fait déraisonnable. J'ai une telle douleur dans mon dos, Mais, à propos des Français, il paraît que Dumas doit aller à Bagdad. Je ne sais pas pour la confirmation, si c'est confirmé, mais il en était question. Dans ce que j'ai vu, c'est Bush qui invitait les Français. À quoi, je n'en sais rien. Tout ça était très vague. Mais enfin, ce n'est pas la question. Non, c'est beaucoup plus... Je n'ai jamais vu de bête de panthère aussi puissante. Et vraiment, on ne voit pas de panthère comme ça. Elle était énorme. C'était une cruauté puissante. Cruauté puissante. Et à votre avis, la panthère, ça représentait l'Irak pour l'instant? J'ai tout d'abord pensé que c'était l'Irak et Saddam, et puis après je me suis dit, mais c'est peut-être plus sérieux que ça. Ce chargement de petites panthères qu'on allait déchaîner, n'est-ce pas? Je me suis demandé si ce n'est pas un symbole de la cruauté qui va être lâchée partout. Oh! Mais dans ce cas, vous pensez que ce n'est pas déjà fait? Parce que la cruauté, ça existe partout maintenant. Oui, mais peut-être que ça va être réellement déchaîné. Cette grande panthère, c'est peut-être Saddam, mais je crois que c'est le symbole de la grande cruauté qui va lâcher partout ces petites bêtes. Je ne sais pas, ma douce. Ce que j'ai vu, c'est ça, c'est tout. Oui, oui. Je regardais le beau ciel. 16 janvier 1991. Nous faisons la guerre pour avoir la paix. Indian Express, 16 janvier. New York, 15 janvier. La veille même de l'expiration de l'ultimatum posé par les Nations Unies à l'Irak, 3 plans de paix de la dernière chance circulaient aux Nations Unies sans qu'aucun soit apparemment acceptable pour Washington, souligné par cette presse. Le secrétaire général des Nations Unies, Javier Pérez Escuelar, a informé le Conseil de sécurité des Nations Unies de sa rencontre, citation, polie mais infructueuse, avec le président irakien Saddam Hussein dimanche dernier à Bagdad. Les 3 initiatives proposées par le Yémen, la Tunisie et la France impliquaient toutes un lien entre le règlement de la crise du Golfe et une conférence sur la paix au Moyen-Orient pour résoudre le conflit arabo-israélien. C'est ce lien qui est rejeté par les Américains. La proposition de la France exige
que l'Irak annonce sans plus aucun délai son intention de se retirer sur la base d'un calendrier et d'entamer immédiatement un retrait rapide et total. Le représentant américain aux Nations Unies, Thomas Pickering, a déclaré « J'ai l'ordre de ne pas soutenir une telle initiative ». Son homologue russe, Yuri Vorontsov, a signifié de son côté « Il se peut que ce soit une bonne proposition, mais elle arrive au mauvais moment ». Selon certaines sources, les Britanniques aussi rejetteraient l'idée française. Un diplomate a déclaré que cet accueil négatif immédiat signifiait que l'idée était mort-née. L'ambassadeur français auprès des Nations Unies, Louis Blanc, a déclaré que le Conseil de sécurité se réunirait à 10h du matin, 20h30 heure indienne, pour débattre de la proposition de Paris. Le plan en 6 points exige le retrait irakien du Koweït, tout en promettant qu'il serait suivi d'une conférence de paix au Moyen-Orient qui se tiendrait sous l'égide des Nations Unies afin de résoudre les conflits régionaux. Pas de prolongation de la date limite. De Cuéllar a exclu tout prolongement du délai qui expire à minuit. Je pense que c'est absolument hors de question, a-t-il déclaré aux journalistes après son rapport au Conseil de sécurité sur ses entretiens de la fin de la semaine à Bagdad. Le secrétaire général, qui s'était entretenu avec le président irakien Saddam Hussein et son ministre des Affaires étrangères Tariq Aziz, a déclaré que le Conseil avait décidé de tenir son rapport confidentiel. Mais il a ajouté « Bien que ma mission n'ait pas apporté les résultats attendus, les membres du Conseil sont unanimes pour désirer une solution pacifique à la situation actuelle. » En milieu de page, un gros point d'exclamation, ajouté par Satprem. 17 janvier 1991, la grande cruauté. Bulletin d'information de la BBC. 17 janvier. 400 raids aériens sur 60 cibles dans les 3 premières heures. 18 000 tonnes d'explosifs ont été lancés. Les bombardements pourraient durer une dizaine de jours. Réponse limitée de l'Irak. Les opérations de brouillage ont été déclenchées pour rendre les radars et les défenses aériennes irakiennes inefficaces. Le 2 août, j'ai vu une foudre suprême qui dégringolait là-dessus. Et pas n'importe quoi. Le Seigneur des nations qui trône derrière Bush sait que son temps est fini. Toute la journée, Land's End, Kotagiri, je suppose, était dans une épaisse brume grise, comme si la terre savait. Mollet Soirouette, il s'écroulera sur sa propre masse. Nuit du 18-19 janvier 1991. Je courais très très vite, mais avec un effort tout de même, en pleine lumière, sur un grand pont ou une large route, tout à fait vide, seule, et il fallait que j'arrive vite à un certain point de ce pont, après quoi je, entre guillemets, serai sauf. Je ne sais pas si c'est je ou ça ira bien. Ce pont très long, mais sans parapet, où cette route était comme du béton gris ou de couleur claire, du ciment gris. Il n'y avait rien à droite ni à gauche, c'était tout nu, tout vide, au milieu de rien. Mais c'était dans la lumière du jour, pas dans l'obscurité souterraine comme autrefois. J'avais l'impression d'un pont plutôt qu'autre chose. Il fallait vite atteindre ce point du pont qui semblait s'étendre très très loin, beaucoup plus long que n'importe quel pont que je connaisse. Je n'en voyais pas le bout. C'était une course. Des journées atroces. Ce cri de la mort et de la cruauté qui proteste contre la lumière puissante
qui vient les délivrer. C'est une lutte contre une cruauté, c'est majuscule, qui a des millions de griffes avec chaque respiration et des millions d'années. C'est cela même qui vous fait et fait tout le monde vouloir la mort. Je me souviens de Carmen. Je ne veux plus souffrir. La vie nouvelle doit traverser un innombrable réseau de cruauté. Il faut faire entrer ce qui est au-delà des tombes. Ce type de matière est la tombe même. Une autre matière. 19 janvier 1991. The Hindu, 19 janvier. Sommet de capituler. Sommet de capituler. Le président américain, M. George Bush, a qualifié la phase initiale de la guerre du Golfe de succès. Et son porte-parole a appelé le président irakien à capituler. Tout le reste est mis en italique par Satprem. Le plus haut conseiller militaire de M. Bush a averti l'Irak que les frappes aériennes étaient la première phase d'un plan de bataille qui inclut tous les outils de la boîte à outils. Les premières heures de l'offensive aérienne high-tech ont fait la démonstration de l'effroyable panoplie au monde entier et aux dépens du peuple irakien. Les Américains ne pourront exclure l'usage d'armes anti-civiles telles que les missiles de croisière Tomahawk, bombelettes à dispersion, explosifs fuel-air, ogives terre-penetrator, obus à radiation améliorée, alias bombes à neutrons, et même d'armes nucléaires tactiques contre l'Irak et son peuple, lequel n'a pas d'autre choix que celui d'être gouverné par M. Saddam Hussein. Selon des sources bien informées, citées par Newsweek, 14 janvier 1991, le commandant américain dans le Golfe, le général Norman Schwarzkopf, avait demandé l'autorisation de faire exploser un engin nucléaire en haute altitude au-dessus de l'Irak au début des hostilités, mais le président Bush, faisant preuve d'un peu de pitié, a rejeté la lumineuse idée du général. Vous choisissez exactement la cible que vous voulez. Vous pouvez atteindre le cabinet de toilette des hommes ou celui des femmes, a déclaré Whitley. America über alles. Leur panoplie démoniaque, et ils s'en vantent. Des petits nazis qui ne se salissent pas les mains. Leurs horreurs sont téléguidées. Conversation avec Sujata. La reine d'Angleterre dans son vieux business. Sujata. Voilà. Alors, c'était cet après-midi. J'ai vu des scènes. Nous sommes quoi aujourd'hui? Le 19 janvier? Oui. La première scène, c'est une grande salle avec des sièges, vous savez, comme des théâtres, etc. Je ne voyais pas la scène, le stage, mais je voyais les sièges, rows upon rows, dérangés les uns après les autres. Et puis, il y avait la reine d'Angleterre. C'étaient les grands personnages qui étaient assemblés et il y avait la reine d'Angleterre. Elle était assise, pas au centre, mais un peu de côté, comme à droite des sièges. Elle faisait un petit discours ou quoi, je ne sais pas. C'était tout silencieux, tout le monde écoutait, ou du moins, il ne parlait pas, mais quand même, tout à fait au fond à gauche, au fond de la salle. Non, non, pas au fond sur le premier rang. Presque le premier rang, je dirais oui, mais à l'autre extrémité. Et il y avait un monsieur qui parlait. Alors, dans ce silence, la reine parlait et puis ce monsieur parlait. Tout le monde était très choqué de l'entendre et il parlait à haute voix. Qu'est-ce qu'il disait, je ne sais pas. Il n'avait pas l'air très content et il disait quelque chose. Alors la reine l'a regardé
à regarder aussi. Elle s'est arrêtée et l'a regardé. Et puis j'ai senti, c'était comme si elle voulait punir cet homme. La deuxième partie. La reine a pris sa revanche et elle a puni cet homme qui était si incivilisé ou rude, malpoli. Elle a divisé une propriété et elle en a donné une grande partie à ce monsieur et une petite partie à son frère cadet. Le deuxième endroit que j'ai vu, c'était un endroit complètement différent, aussi une grande salle un peu obscure, comme si tout était fermé. Et il y avait des murs et puis pas beaucoup de meubles, presque pas de meubles, je dirais. Il y avait plutôt une grande, comment on dit? Nous disons fourrage, vous savez, par terre des sortes de tapis ou quoi? Des sortes de tapis, mais couverts avec un drap de lit. C'était blanc. J'ai vu deux hommes. Ils étaient jeunes, deux hommes qui étaient là. Ils avaient de drôles de tuniques, les deux étaient à peu près pareillement habillés et un peu en orange, dirty orange, orange sale, si j'ose dire, avec un peu de rouge, un peu de jaune comme ça, un chapeau sur la tête. Même dans la chambre, ils avaient des chapeaux. Et ils étaient similairement habillés, et l'un était le frère aîné, l'autre était le jeune frère, et c'était Irak et Koweït. C'était ça, Irak et Koweït. Alors, la reine avait donné une grande partie à Irak et à Koweït une petite partie. Et c'était dans cette chambre même qu'il y avait ce partage. Koweït ne disait rien, il était content. Mais Irak était tout à fait dégoûté de ce partage et voulait avoir tout. Selon lui, tout lui appartenait et le petit. Oui, ce sont ces sales Anglais qui ont divisé pour régner comme d'habitude. Alors, Koweït, le frère cadet, disait « J'ai très sommeil » et il s'allongeait. Une ou deux fois, l'aîné a un peu parlé, dit quelque chose. Je n'ai pas compris les paroles, mais ce que j'ai compris, c'est que Koweït, le jeune, disait « J'ai très sommeil » et il s'allongeait près d'un mur. Et puis dans son demi-sommeil, il a vu que son frère aîné prenait une sorte de torche qui appartenait à Koweït. Il prenait la torche. L'autre disait « Bon, ça va ». Il avait trop sommeil pour résister ou protester et il dormait. Il s'est endormi. Et puis tout d'un coup, il a sursauté. Et c'est curieux, j'ai senti ça dans mon corps. C'était des chocs électriques. Parce que figurez-vous, là où il s'était allongé près d'un mur, il y avait une prise de courant et l'autre l'avait prise et mise, Sujata rit, sur le derrière de Koweït. Alors Koweït a sauté. Sujata rit beaucoup. Mais curieusement, j'ai été réveillée comme si j'étais devenue Koweït et que j'avais senti ça. Rire. Tu as senti le choc électrique. Le choc électrique. Mais j'ai vu Koweït debout dansant sur le... Et l'autre qui était là, debout tranquillement, et il regardait et il riait, il souriait. Voilà. Ouais. Ça, c'est tout à fait l'image de ce que les Anglais ont fait partout. Il n'y a pas de peuple qui ait fait plus de mal au monde que les Anglais. Partout, ils ont laissé des plaies, ils ont divisé et laissé des plaies purulentes. Partout, n'est-ce pas? Pakistan, Inde, Afghanistan, tout ça. Ils ont divisé partout, jusque dans le Pacifique. Tu te souviens, à Vanuatu, et puis à, comment ça s'appelle, à Wallis, Futuna, Wallis, tout ça. Mais ça, c'est français, non? Oui, mais ils avaient divisé les gens de oh, je ne sais plus, enfin, peu importe. Comme d'habitude, ils ont divisé, voilà. Et puis partout où ils sont allés, ils ont divisé. Ils ont laissé des plaies abominables en italique. Regardez ce qui se passe en Afrique.
Il n'y a pas de peuple au monde qui ait fait plus de mal que les Anglais. Ils ont laissé des plaies partout, et des plaies venimeuses en italique, ou envenimées. Oui, comme on dit, festering wounds. Oui, c'est ça. Oh, je déteste parfaitement les Anglais. Sujata riant. Alors voilà ce que j'ai vu. On t'a montré la reine d'Angleterre dans son vieux business. Sujata riant. Voilà. Mais c'est curieux comme les images se produisent. Oh oui, c'est l'image d'un fait. Les Anglais ont divisé. Voilà.